Le projet C'est quoi présente le rôle des sols dans la lutte contre le changement climatique. Tout d'abord, le projet C'est quoi pour séquestration du carbone dans les territoires de l'océan Indien produit un outil d'aide à la décision qui permet de simuler l'impact des changements d'usage des terres sur le bilan de gaz à effet de serre d'un territoire. Et dans ce calculateur, le sol a un rôle central parce que c'est l'endroit où il se passe plein de choses, on émet ou on stocke des gaz à effet de serre. Voilà, c'est dans ce cadre-là que moi je vais vous parler des sols. Les sols de 3 îles de l'océan Indien dans lesquelles le projet s'est développé, l'île Rodrigue, l'île de la Réunion et la grande île Rouge, Madagascar. Aujourd'hui, je vais vous parler de sol. La terre, celle qu'on cultive, celle qui produit nos aliments, celle qui nous fait vivre. Je vais vous parler des sols parce que tout simplement je suis un pédologue. Je ne suis pas un géologue, je ne suis pas un pédopsychiatre, je suis un pédologue. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la pédologie, la science qui étudie le sol. Et je vais tenter de vous faire comprendre, de vous expliquer qu'il y a une très forte relation entre le sol et le changement climatique. Et oui, il y en a une relation entre les deux. Parce que dans les sols, on trouve du carbone. Ce carbone, il vient de la décomposition des végétaux. Les végétaux, ça a capturé le carbone par la photosynthèse. Donc c'est un morceau de carbone de l'atmosphère qui se retrouve dans le sol. Ça veut dire aussi, quelque part, que plus il y aura de carbone dans le sol, moins il y aura de carbone dans l'atmosphère. Et le carbone de l'atmosphère, c'est du CO2. C'est du gaz carbonique. C'est un gaz qui, quand il y en a beaucoup, augmente la température de l'atmosphère. Donc plus il y en aura dans le sol, à ma foi, moins il y en aura dans l'atmosphère. Et ça va nous permettre, nous, l'humanité, d'utiliser le sol comme quelque chose qui peut atténuer l'impact du changement climatique en diminuant la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc plus de carbone, oui, dans le sol. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a 2 fois plus que dans l'atmosphère et dans la biomasse, à l'échelle mondiale. Le carbone du sol, mais en fait, on ne le voit pas. On sait qu'il y a du carbone dans le plastique, on sait qu'il y a du carbone dans le pétrole, bien sûr, le carbone dit fossile. Il y en a dans la biomasse, un arbre, c'est moitié de carbone. Mais dans le sol, on ne le voit pas, il n'est pas très visible parce qu'il est, il est amorphe, on va en parler tout à l'heure. Mais il donne cette couleur brune au sol, voire noire, qu'on va voir quand un paysan va labourer son champ. La surface du sol change de couleur, elle est brune, et plus elle est brune, plus il y a de carbone dans le sol. Le carbone dans le sol, c'est aussi le carbone qu'on rajoute, c'est le terreau de votre pépiniériste. Ça, c'est plein de carbone. Et là, après tout ce que je viens de vous dire, vous me dites, mais c'est quoi ? Pardon, c'est le projet, non. Mais c'est quoi ces différences ? Pourquoi il y en a qui sont rouges ? Pourquoi il y en a qui sont comme ci ? Pourquoi il y en a qui sont comme ça ? C'est là où le pédologue va entrer en jeu, parce qu'il va essayer de vous expliquer que c'est l'histoire de ces sols, la manière dont ils se forment, ce que le pédologue appelle la pédogénèse, va être complètement différente dans les 3 territoires et donner des sols qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En effet, les sols de nos différents territoires sont extrêmement différents. Il y a des sols rouges très profonds à Madagascar, des sols noirs, parfois caillouteux, parfois lourds et collants, parfois légers à La Réunion, des sols de couleur bien claire, mais alors là, vraiment caillouteuses à Rodrigue. Donc quelque chose qui est déjà à l'œil extrêmement différent. Les roches sont à l'origine des sols. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les roches-mères. C'est donc de la transformation des roches qu'on arrivera au sol. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les roches, quand elles arrivent à la surface du sol d'une manière ou d'une autre, on va le voir tout de suite, elles ont
nous disons qu'elles sont en déséquilibre thermodynamique, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus du tout dans l'état dans lequel elles ont été formées, donc elles vont s'altérer. S'altérer, ça veut dire qu'elles vont devenir quelque chose d'autre, elles ne vont pas se dégrader. L'altération, c'est devenir quelque chose d'autre. Alors, la roche, elle arrive à la surface de la Terre de différentes manières. Dans nos régions de l'ouest de l'océan Indien, on a des volcans, c'est-à-dire que la roche sort en fusion très rapidement, sous forme de lave, de cendres, de ponces, etc. Et ça fait des volcans qui ont des âges qui peuvent être extrêmement différents. Très jeune, la fournaise, très vieux, le petit volcan, entre guillemets, de Rodrigue. Dans notre troisième territoire, on est dans un milieu où il y a très très peu de volcans, où cette fois-ci, c'est la tectonique des plaques, c'est-à-dire tout ce solide qui bouge à la surface de la Terre, qui fait que des roches de profondeur sont arrivées à la surface du sol. C'est des granites, les migmatites, voilà. Un troisième type de roche qui peut affleurer à la surface du sol, c'est les calcaires coralliens. Une barrière de corail, un plateau corallien peut être surélevé ou peut simplement affleurer parce que le niveau de la mer a baissé. Et à ce moment-là, commence l'altération des roches. Les roches, elles se transforment à la fois physiquement et chimiquement. Physiquement, je vais aller relativement rapidement, parce que ça concerne plutôt les régions froides, c'est-à-dire que dans les régions froides, il fait froid, il fait chaud, l'eau gèle dans la roche, et le gel fait éclater la roche, etc. Donc on a une fragmentation physique, c'est l'altération physique. Mais dans les régions tropicales, c'est l'altération chimique qui va être le processus qui va transformer la roche en sol. L'altération chimique, c'est de l'eau, un peu de gaz carbonique dissous, tout ça, ça hydrolyse, ça coupe en petits morceaux les minéraux de la roche-mère. Ces petits morceaux, ils ne restent pas tout seuls, ils se réorganisent, ça s'appelle la néogénèse, et on fabrique quelque chose de nouveau. C'est essentiellement les minéraux argileux dans les sols. C'est comme ça que se constituent les éléments constitutifs minéraux des sols. Et ça va dépendre de plein de choses, dont le résultat va être extrêmement différent. Ça va dépendre de la nature de la roche. Si la roche, elle est riche en quartz comme des granites, le quartz c'est inaltérable, on aura un sol qui est sableux. On aura des petites particules sableuses qui sont des grains de quartz supérieurs à 50 microns. Si la roche n'en contient pas de quartz, ce qui est le cas des roches volcaniques, donc des roches de nos régions, il n'y aura pas de sable, il n'y aura que de l'argile. Donc on aura un sol à texture sableuse d'un côté, un sol à texture argileuse. Donc déjà des choses extrêmement différentes. En plus, après, il y a le climat qui va jouer là-dessus. S'il fait chaud et qu'il pleut beaucoup, sur des roches volcaniques, on va produire ce qu'on appelle des allophanes, qui sont des nanoparticules, des petites sphères, toutes petites, qui vont avoir des surfaces spécifiques énormes, des surfaces énormes qui vont pouvoir absorber plein de carbone. C'est leur propriété majeure. Et dès qu'il fait un peu plus sec, on ne peut pas former ça. On a des argiles qui vont être formées. Les roches contiennent aussi des métaux. Du fer, de l'aluminium, du titane, du manganèse, du cuivre. Ces métaux vont être libérés au moment de l'altération et vont former ce qu'on appelle des oxydes. Oxyde de fer, rouge ou jaune. Les oxydes de manganèse, ça peut être violet. Donc ces produits de l'altération des roches ou quand il y a des métaux vont donner des couleurs différentes. Donc là, avant de vous parler du dernier point très important de la pédogénèse, qui est la durée de l'altération, on a la nature de la roche, le type de climat, qui vont donner des sols différents. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a des roches volcaniques dans les petites îles, on a des roches pas volcaniques à Madagascar, donc on va avoir des sols, déjà, on peut sentir que les sols vont être extrêmement différents. Mais pour faire tout ça, il faut du temps. Combien de temps il faut pour faire un sol? Il y a certains de mes collègues, des gens très intelligents, des géochimistes, qui ont des techniques de ouf dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, qui ont mesuré ce qu'on appelle le front d'altération. C'est pas celui-là, mais c'est le front d'altération. Autrement dit, c'est la vitesse à laquelle le sol s'enfonce
la terre, ou encore la vitesse à laquelle la roche devient sol. Donc on a mesuré ça, et ils sont arrivés au résultat suivant. Je prends mon petit papier, je regarde de près, parce que là il va y avoir du chiffre, désolé. La roche devient sol à une vitesse de 0,7 cm par siècle. C'est pas très rapide, mais bon. On est dans la géologie, là. On n'est pas dans des échelles de l'humanité, de l'homme. À Madagascar, il y a des sols qui font 20 mètres de profondeur. Si je fais un calcul mental que je ne sais pas faire, parce que je lis mon papier, 20 mètres par 100, ça fait 2000 cm au rythme de 0,07 cm. Donc, ça nous fait 285 714 années. 300 000 ans. Il a fallu 300 000 ans pour faire un sol rouge de Madagascar, tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc il faut du temps pour faire des sols. Donc dans des régions où on a des éruptions volcaniques, où on a de la roche qui sort, on aura forcément des sols beaucoup moins profonds, beaucoup plus jeunes, que dans des endroits où il n'y a pas de volcan. Encore une différence dans les types de sols qu'on va rencontrer dans les territoires de ce projet. Donc, plus le sol est profond, plus il est âgé, plus il est vieux, plus il est court, comme on dit aux Antilles, donc peu profond, plus il est jeune. Toutes ces différences de couleur, de texture, d'origine, d'âge, vont faire que dans les territoires du projet C'est quoi, nous aurons des sols extrêmement différents. On peut les classer, les pédologues ont des classifications, des typologies, mais on va leur donner des noms. À La Réunion, sur des matériaux volcaniques, en climat humide, les sols originaux de La Réunion s'appellent des endosols. C'est des sols qui ont des produits amorphes, toutes ces petites particules qui sont noires, sol noir en japonais. À Madagascar, la majorité des sols sont des feralsols. Feralsol, F-E-R, comme fer, A-L comme aluminium. Donc c'est des sols qui sont riches en minéraux argileux et en oxyhydroxyde de fer et d'aluminium. Feralsol, ça va être nos sols rouges, nos sols jaunes. À Rodrigue, la majorité des sols sont des sols peu évolués d'érosion, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois jeunes et vieux. Rodrigue est une île ancienne, donc les sols sont profonds, mais on n'y retrouve que des sols qui sont peu profonds. C'est-à-dire qu'au cours des temps géologiques, il y a eu des phases d'érosion des sols, rien à voir avec l'activité anthropique, qui ont fait que ces sols ne sont pas profonds, mais ils ont les caractéristiques de sols anciens, c'est-à-dire qu'ils vont être argileux. Et les pédologues ont un outil en fait pour exprimer cette diversité, un outil graphique, c'est la carte des sols. Et on voit bien dans les exemples qui vont suivre là que les couleurs sont différentes, les sols sont différents, et on voit bien que la distribution spatiale de ces sols peut être effectivement extrêmement différente selon le territoire dans lequel on se trouve. Les sols dans nos territoires cibles du projet C'est quoi sont bien différents. Et ils ont aussi des stocks de carbone qui sont bien différents aussi. Par exemple, les quelques chiffres que je vous présente là maintenant représentent les stocks de carbone sur les 30 premiers centimètres du sol. On peut voir que les endosols de La Réunion sont les champions en termes de stock de carbone. Il y en a 3 fois plus que dans les feralsols de Madagascar, qui ont les stocks les plus faibles. Donc des différences de stock de carbone, c'est-à-dire de carbone stocké dans les sols qui sont extrêmement différentes. Donc ce sera bien entendu à prendre en compte dans le calculateur, et ça montre le rôle, le poids du sol dans le potentiel de stockage de carbone dans les sols. Les sols ne sont pas les mêmes, n'ont pas le même potentiel, il faut les prendre en compte quand on fait des bilans de gaz à effet de serre, des échelles territoriales, et on sait qu'à l'échelle du territoire, on a une diversité extrêmement importante, comme on a pu le voir sur les cartes précédemment. Ok, c'est différent, mais pourquoi c'est différent?
C'est tout simplement différent parce que les matières minérales constitutives de ces sols, issues des altérations qu'on a vu qu'elles étaient extrêmement différentes, ont des affinités avec la matière organique qui vient de la décomposition des végétaux totalement différentes. Ces matières minérales, elles ont des tailles différentes. Les sables, c'est gros, les allophanes, les amorphes, c'est très petit. Eh bien, on a montré que plus les particules sont petites, plus elles ont d'affinité pour la matière organique. Plus elles sont petites, plus il y a ce mariage organo-minéral qui va se produire dans le sol. Alors pourquoi ce mariage organo-minéral est important pour le stockage du carbone dans les sols? Tout simplement, quand ce carbone il est bien collé à la matière minérale, en fait il est protégé contre la minéralisation, contre les bactéries qui viendraient le décomposer et le retransformer en CO2 qui retournerait dans l'atmosphère. Donc il faut protéger le carbone dans le sol pour qu'il y reste. Par exemple, quand vous allez balayer vos feuilles dans votre jardin et que vous les laissez au bord du jardin, ces feuilles vont disparaître, ce tas de feuilles va disparaître au bout de quelques mois. Tout se minéralise. Si vous l'aviez enfoui dans le sol, il y a une bonne partie qui resterait parce qu'il y a ce mariage organo-minéral qui permet de protéger le carbone dans le sol, donc de permettre la création d'un stock de carbone dans les sols. Donc pour conclure, la quantité de carbone dans le sol va dépendre à la fois de la taille des minéraux et de la nature des minéraux qu'il y a dans les sols. Autrement dit, du type de pédogénèse qui s'est développé dans nos différents territoires. C'est bien ça qu'il faut retenir. Et que ces différences peuvent être extrêmement importantes et qu'il faut prendre en compte le sol comme un élément important du cycle du carbone. Je vous ai parlé peut-être plus de sol que de carbone. C'est parce que j'avais envie de vous parler des sols, parce que je suis un vieux pédologue qui a envie de transmettre ses connaissances, son expertise, de manière à mettre encore en plus en valeur cet objet sur lequel on marche, mais qu'on oublie bien souvent, alors qu'il est fondamental à notre vie. Donc on retiendra que quand les paysages sont différents, quand les roches sont différentes, quand les climats sont différents, les sols seront différents et leurs capacités à stocker du carbone seront différentes. J'ai volontairement oublié l'homme, son impact à travers l'usage qu'il fait des terres, parce que ça va être le propos d'une autre vidéo produite par le projet C'est quoi sur l'impact des usages des terres sur le bilan GES. Bon, pour finir cette vidéo, je ne peux pas ne pas faire de la publicité pour mon institut de recherche, l'Institut de recherche pour le développement, qui vient de produire une exposition sur les sols grâce à ses chercheurs, agronomes, pédologues, géographes. Cette exposition s'appelle « Une terre des solutions ». On peut la louer sur le site ird.fr. Vous aurez 17 posters prêts à être exposés où vous voulez, école, université, etc. Une terre des solutions, produit par l'IRD. Vive l'IRD!